Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Goûter panafricain. Je suis vraiment très honoré de vous retrouver avec un invité de marque pour ce nouvel épisode. C'est Hamzat Boukari Yabara. Comment tu vas, Hamzat? Oui, ça va bien, merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation au goûter panafricain. Merci beaucoup à toi. Vraiment, tu es une référence dans le panafricanisme. Et on s'appelle Goûter panafricain et on était obligé de t'avoir dans notre chaîne. Donc, vraiment, merci à toi de nous honorer de ta présence. Juste à côté, c'est Thibaut Obou, le président d'Africain du Monde. Comment tu vas, Thibaut? Voilà, je vais très très bien. Merci Thomas, merci tout le monde, merci à Youssou et bonne arrivée à Hamzat. C'est vraiment, je suis très content de l'avoir sur la chaîne. Comme ça, on pourra échanger tranquillement. Et un grand salut à notre guerrier qui est de l'autre côté. En tout cas, on va très bien. Ça marche, merci beaucoup. Juste à côté, donc c'est Aton. Comment tu vas, Aton? Moi, je suis vraiment content de recevoir Hamzat Boukari Yabara, Thibaut Bou, donc toujours parfait, donc notre écrivain, notre intellectuel du moment. Bien sûr, Thomas, encore un grand merci. Hatshepsut, je la salue encore bien bas. Et mon chapeau est encore ouvert. Mais en tout cas, Hamzat Boukari, notre invité du moment, sera la lumière de ce podcast, en tout cas du jour. Merci beaucoup. Et Ah, voilà, notre dernière invité mystère, c'est la voix féminine du groupe, c'est notre lumière du groupe aussi, c'est Hachensouk. Comment tu vas, Hachensouk? Je vais très bien, je pense que c'est la même chose pour vous, hein, je suppose. Merci Thomas donc de me proposer, de participer à un très, très bel échange avec, Hamza, Boukari, qui est, une personnalité assez importante donc, du panafricanisme en tant qu'enseignant et la manière dont il aborde donc les thématiques, concernant l'oppression et au niveau, historique. Merci donc à Thibaut, hein, qui est très mobilisé puisque j'ai reçu une belle invitation à participer à la construction donc de la médiathèque. Il va peut-être nous en dire quelques mots à la fin. Merci à Aton encore une fois et puis, on va apprécier encore une fois, d'être ensemble, autour des thématiques qu'on va développer. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Hachensouk. On va démarrer avec Hamzat. Donc, notre invité, ça va être notre thème principal de cette émission, Hamzat. Donc, juste une petite introduction avant que tu le fasses. Donc, Hamzat Boukari Yabara est donc né au Bénin en 1981. Donc, c'est un historien, un docteur de l'EHE2S, l'ESS, président de la Ligue panafricaine UMOJA, auteur de plusieurs ouvrages en rapport avec l'Afrique. Donc, l'ouvrage qui s'appelle Mali, il y a aussi l'ouvrage nigérien. Il y a aussi un ouvrage qui s'appelle Walter Ronet, un historien engagé. L'ouvrage L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique et Africa Unite. Est-ce que est-ce que j'ai bien résumé? Est-ce que tu pourrais te présenter, Hamzat, pour nos abonnés de la chaîne? C'est toujours difficile de se présenter parce qu'il y a beaucoup de casquettes, il y a beaucoup de cordes à mon arc. Donc effectivement, je suis historien, docteur en histoire. J'ai aussi fait des études de philosophie, de sociologie et d'anthropologie. Voilà, j'ai un peu enseigné à Montréal très brièvement. Et puis depuis une dizaine d'années, je suis indépendant. Donc du coup, j'écris des ouvrages, je donne des conférences, j'interviens auprès de plusieurs institutions internationales, nationales, locales, africaines et autres. Et je préside effectivement la Ligue panafricaine UMOJA depuis décembre 2021. Voilà, c'est une organisation qui a pour but de contribuer à la mise en place du panafricanisme politique et des États-Unis d'Afrique. Voilà, et ma mère est martiniquaise, c'est important parce que je suis né au Bénin, mais ma mère est de la Martinique. Donc je suis à la fois du continent et de la diaspora, comme on dit. Très, très bien. Merci beaucoup. Déjà, juste une question avant que je laisse les autres panélistes échanger avec toi. Comment, vu que tu mènes plusieurs projets de recherche et en même temps, comme tu l'as dit, tu es président de la Ligue UMOJA, comment tu arrives à gérer ton temps? Comment arrives-tu à mener ton temps pour arriver à mener à bien toutes tes activités? En fait, la gestion du temps, c'est une question d'organisation, c'est une question d'équipe, c'est une question de délégation. Donc, on ne peut pas tout faire avec la même intensité. Donc, il faut choisir des priorités. Il faut voir qu'est-ce qui se fait dans le temps long. Tous les projets, par exemple, autour de l'éducation, de la formation, de la pédagogie, de militantisme, ça nécessite le temps long.
Et ce qui me permet d'être dans le temps long, c'est le fait que le panafricanisme, entre guillemets, est saturé de personnes qui sont dans l'instantané, qui sont dans le buzz. Et donc, moi, ça me permet de travailler sur le temps long, d'avoir vraiment un boulevard devant moi et de choisir mes priorités dans le temps long, sachant que le temps long est toujours rattrapé à un moment par le temps court. Voilà, actuellement, on voit des personnes qui commencent à parler des réparations, alors que ça fait très longtemps qu'on est un certain nombre à en parler. Donc, l'intérêt, c'est aussi de cibler, je dirais, les moments forts et les moments faibles, et les moments où certaines choses sont plus importantes que d'autres, et puis avoir aussi une polyvalence que le panafricanisme permet en termes de géographie. J'ai des activités en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, dans la Caraïbe, en Amérique du Sud. Et c'est le panafricanisme qui fait le lien entre tout ça. Ok, très bien. Je vais laisser la parole, la première question à Shensout. Elle va échanger avec toi et ensuite, je donnerai la parole aux autres intervenants. Shensout, voilà, c'est à la première question. Si tu voulais poser des questions avec. Oui, merci. Alors, bon, on va aller très vite, hein. C'est l'analyse historique, hein, s'appuie à partir de l'émergence plus ou moins hein, de la balkanisation, hein, si je reprends le terme balkanisation qui est très connoté plutôt vers, vers les Balkans et l'Europe. Si on calque ce terme à partir donc plus ou moins du traité de Berlin, si on prend ça comme référence, les territoires du continent correspondent à un stade de développement de l'Europe, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une concomitance donc de ce qu'on pourrait appeler la déportation, la colonisation qui fait suite. On a le sentiment à travers votre engagement et notamment le dernier ouvrage que vous avez écrit, que veut dire, à mon sens, hein, un processus puisque effectivement, comme vous avez parlé du temps long, il y a quand même l'idée donc de processus, hein, comme je viens de le dire hein, tout à l'heure par rapport à la balkanisation, hein, pour aller vite. Si on prend donc le terme processus, qu'est-ce qui ne meurt pas lorsque les populations ont des velléités de faire peuple? Ben, qu'est-ce qui ne doit pas mourir? C'est la conscience historique. Le panafricanisme, il s'inscrit dans la conscience historique parce que c'est né dans la diaspora, premièrement. C'est toujours important de le rappeler. Le panafricanisme, c'est la diaspora. Et la diaspora, sur des dizaines et des dizaines de générations, elle a été coupée de l'Afrique. Et le fait d'être coupée de l'Afrique n'a pas fait mourir l'idée d'Afrique, la vision d'Afrique, l'idée du retour. Et donc, c'est la conscience, d'une certaine manière, qui a permis de maintenir cette existence. Et ce sont les conditions d'existence de ces populations qui ensuite produisent une conscience de résistance et de lutte. C'est le fait qu'on voit que on est tous soumis à une même condition. Pourquoi? Parce qu'on a la peau noire, parce qu'on est colonisé. Et de cette condition commune, de cette conscience commune, naît en fait la volonté de résister. Donc, je pense que l'un des éléments qui ne meurt pas au niveau des peuples, au niveau de la conscience des peuples, c'est la résistance. C'est le refus de se soumettre, c'est la transmission des luttes, c'est la recherche de solutions quels que soient les problèmes auxquels on est confronté, puisque le panafricanisme, d'abord, ça a été la lutte contre l'esclavage, ensuite contre le colonialisme, aujourd'hui contre le néocolonialisme et l'impérialisme, et ainsi de suite. Donc, je dirais que les peuples se renouvellent par leur capacité à maintenir leur conscience historique, leur conscience sociale et leur organisation politique, qui peut être différente de celle qui a été effectivement imposée par la colonisation. Donc la notion de conscience historique, elle renvoie aussi à Cheikh Anta Diop, hein, qui soulignait bien évidemment l'importance de garder cette conscience-là pour ne pas être totalement aliéné par des systèmes d'exploitation et de dépendance. Merci. Très bien. Thibaut Obou, si tu as une question, et ensuite on va finir avec Aton. Thibaut? Alors, ton micro? La reine Adjoussou est partie dans la philosophie. C'est très intéressant. Bon, encore une fois, je remercie Hamzat hein, de venir sur notre plateau et surtout Aton, chercher un peu un courage à lui. Mais on va plutôt échanger sur deux choses.
Le premier, c'est la situation des Noirs dans le monde arabe, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement en Tunisie et en Algérie. Et deuxièmement, ça serait plutôt sur la France-Afrique, ce qui était un peu le sujet d'aujourd'hui. Donc pour moi, c'est de savoir pour Hamzat, comment on peut faire pour que les Noirs qui sont en Afrique du Nord puissent vivre tranquillement chez eux, en fait. Quelles sont les mesures? Les mesures, c'est des mesures de sanctions diplomatiques vis-à-vis des États d'Afrique du Nord qui ne protègent pas cette population-là. Des sanctions éventuellement économiques, puisque c'est aussi un élément qui est utilisé, qu'on a su utiliser du temps de la lutte contre l'apartheid. C'était tous ces outils-là qui étaient mobilisés pour faire plier le régime sud-africain. Même si le régime sud-africain n'a finalement plié que par la force militaire, avec l'appui des Cubains. Donc voilà, il faut que les autres pays du continent fassent comprendre que cette situation n'est pas acceptable. Et ça, c'est un premier élément. Ensuite, il faut qu'il y ait des luttes à l'interne de ces sociétés-là pour les décoloniser totalement, puisque la négrophobie fait partie aussi en partie de l'intériorisation d'une domination coloniale propre aux populations nord-africaines qui n'ont pas connu les mêmes processus de domination que les populations noires, qui ont été évidemment actrices sur une partie de l'histoire des traites. Donc tout ça, ce sont des points qui doivent être mis sur la table. Et ça nécessite sans doute que les États africains prennent aussi leurs responsabilités. Voilà. Après, je pense qu'il y a aussi un travail d'image à faire, parce que vous pouvez être certain que jamais un noir américain ne subira ce qu'un noir, je sais pas, camerounais ou congolais ou togolais subit en Afrique du Nord. Donc ça aussi, il faut être bien conscient que ce ne sont pas n'importe quels noirs qui sont ciblés dans ce racisme-là. C'est ceux qui renvoient des pays qui, entre guillemets, sont déconsidérés, quoi. Donc, oui, mais Hamzat, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai que par rapport au pays, on peut penser que quand tu viens des États-Unis, bon, tu as un peu de respect, mais le problème, c'est que tu n'as pas ton passeport sur ton front, quoi. Donc, le problème, c'est qu'ils ont peut-être déjà agi avant qu'on sache que tu es américain. Non, en fait, ils voient très bien qui est américain et qui est subsaharien. C'est-à-dire que la différence se voit très clairement entre quelqu'un qui est... Enfin, moi, j'ai déjà été dans ces pays-là. Souvent, on m'a pris pour un noir canadien, un noir américain, etc. Bon, moi, je vois aussi des noirs de France qui partent en vacances là-bas, au Maroc, etc. Bon, voilà, on voit très bien que c'est pas du tout la même situation que les Guinéens, les Camerounais, etc., qui montent. C'est pas du tout la même situation. Donc, on voit bien que derrière, il y a la question du respect qui est que vous incarnez, peut-être aussi la posture. Parce que je pense qu'un noir, même américain, quand il débarque, il montre bien qu'il est américain, que derrière lui, c'est les États-Unis et qu'on ne blague pas avec lui. Alors que nos ressortissants qui viennent s'y installer, c'est autre chose. Et après, les originaires d'Afrique du Nord qui sont noirs depuis très longtemps, c'est encore une autre situation. Donc, je pense qu'il y a un travail aussi à faire à ce niveau-là, parce qu'on ne vit pas de la même manière le fait d'être noir dans ces pays-là. Si vous êtes noir, que vous avez de l'argent, bon, on va vous respecter d'une certaine manière parce que vous êtes noir, vous avez de l'argent, mais si vous êtes noir et en galère, vous allez vous faire exploiter jusqu'à n'en plus finir et vous serez déconsidéré. Donc, du coup, il y a un travail à faire aussi sur notre image, sur notre solidarité. Dieu sait que les étudiants subsahariens en Afrique du Nord ou ailleurs essaient de s'organiser pour être solidaires les uns avec les autres. Là, récemment, c'était le cas de la jeune étudiante gabonaise morte en Turquie. Bon, les étudiants africains en Turquie, ils essayent aussi de s'organiser. Mais il faut continuer dans ce sens-là pour que on se dise que toucher un cheveu d'un noir, c'est s'exposer vraiment à des sanctions, des représailles au plus haut niveau, quoi. Là, tu as parlé un peu des sanctions. Est-ce que les sanctions dont tu parles, c'est-à-dire, est-ce que ça touche aussi, par exemple, les petits magasins quand les Maghrébins ici en France, par exemple,
Est-ce que les Noirs doivent boycotter ces magasins ou pas? Non, pour moi, ça, c'est vraiment du divertissement. Je pense que quand on parle de sanctions, on parle vraiment des choses beaucoup plus stratégiques et beaucoup plus importantes et qui touchent directement le pouvoir politique. Donc, c'est vraiment ciblé des secteurs stratégiques, des compagnies ou des mécanismes, des systèmes étatiques, et pas tellement, on va dire, des commerces individualisés, de privés, etc. Après, la question de ces commerces-là, ça renvoie à d'autres problématiques et le fait que on ne contrôle pas réellement notre économie, on n'a pas réellement d'économie propre à nous, et donc on est souvent amené à, comment dire, à nourrir, à arroser l'herbe de ceux qui nous chassent de chez eux finalement, quoi. Donc c'est quelque chose qui est assez problématique, mais qui pour moi est un peu différent de ce qu'on entendrait par sanctions. Les sanctions, elles doivent vraiment toucher l'appareil d'État, le haut niveau, ou des contrats vraiment à un certain niveau. Ok. Aton, si tu as des questions. Oui, moi je voulais revenir sur le panafricanisme, mais c'est vrai que cette question de pouvoir économique, sociétal, elle est assez importante, puisqu'on se rend compte que dans le monde dans lequel on vit, sans économie, on n'est rien. Et c'est vrai que le panafricanisme, c'est un mouvement et une idéologie politique qui promeut l'indépendance totale du continent africain et encourage la pratique de la solidarité entre les Africains. C'est ça, hein. On peut reprendre la définition de ce que c'est. Mais mais pourquoi ça prend tant de temps? Pourquoi ça prend tant de temps pour comprendre une évidence qui est celle de l'alliance? On l'a vu, Kwame Nkrumah disait l'Afrique doit s'unir, mais d'après l'auteur Hamzat Boukari, je voudrais vous poser cette question. Pourquoi cette évidence qui paraît si logique pour certains Africains, enfin pour le monde, pourquoi ça prend tant de temps à rentrer dans nos têtes? Ça prend tant de temps parce qu'il n'y a pas de travail d'éducation, il n'y a pas de travail de formation, il n'y a pas de travail pédagogique. Et donc les gens souvent découvrent cette évidence de manière tardive, alors que ça devrait être enraciné dès le départ. Donc il y a un travail de génération qui prend beaucoup plus de temps que prévu parce qu'il est aussi bloqué par des intérêts à la fois internes et externes qui ne veulent pas de l'unité de l'Afrique. Soit parce qu'ils bénéficient dans la désunion de certains avantages et privilèges qui sont africains, soit parce que la désunion de l'Afrique ou l'union de l'Afrique dans le cadre de leurs intérêts à eux, et ça ce sera les puissances notamment étrangères, leur permet de dominer, d'avancer. Donc personne n'a vraiment intérêt dans le monde à une unité africaine qui soit réelle parce que ça desservirait beaucoup trop d'intérêts. Donc c'est une des difficultés qu'on a, et toutes les figures qui ont réellement porté cette question à un niveau très avancé ont été combattues à tort et à travers, éliminées physiquement, censurées. Des Sankara, Voilà, exactement. Donc ça montre bien les obstacles à ce projet et à cette évidence. Et voilà, il faut savoir que le panafricanisme n'est enseigné dans aucune école en Afrique réellement, que les connaissances, les informations sont assez peu accessibles finalement, et donc du coup il y a vraiment un retard à l'allumage qu'il faut aujourd'hui combler. Voilà. C'est très bien ce que tu dis parce que j'allais rebondir sur ton livre référence Africa Unite qui trace en fait une fresque historique du mouvement du panafricanisme, comme tu l'as dit, qui a été créé par la diaspora américaine au XVIIIe siècle. Et c'est tellement un ouvrage complet. Et d'ailleurs, j'invite les abonnés qui n'ont pas encore lu cet ouvrage à vite se le procurer. Je mettrai les références dans la biographie de la vidéo. Mais ce livre est tellement complet, je me demande comment as-tu fait pour rassembler autant d'informations, comme tu l'as dit, parce que le panafricanisme n'est même pas enseigné en Afrique, et c'est un mouvement très idéologique, donc ça a nécessité beaucoup de recherches historiques, et je suppose que les informations ont été dures à prendre. Donc comment as-tu fait pour mettre en œuvre cet ouvrage en fait et arriver au bout?
J'ai fait des études, j'ai fait des recherches, j'ai voyagé dans pas mal de pays en Afrique et dans la Caraïbe, un petit peu aux États-Unis aussi. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont vécu cette histoire et j'ai essayé d'organiser un plan chronologique qui permet de comprendre par où on est passé, parce que l'une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui sont très volontaires mais qui refont la roue. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nos aînés ont fait, on n'a plus à les refaire. Il faut s'appuyer sur ce qu'ils ont fait pour avancer. Et donc l'idée, c'était vraiment de montrer un peu la chronologie, de par où on est passé, de où est-ce qu'on vient, de quels sont les points qui sont restés en suspens, de quels sont les points qui ont déjà été réglés, de qu'est-ce qu'il faut maintenant mettre en place, et de donner un peu une géographie du panafricanisme à travers le monde. L'un des éléments aussi, c'était de montrer que les échecs sont réellement présents dans l'histoire du panafricanisme et que chaque échec est aussi le contre-coup d'une victoire ou inversement. Voilà, donc il y a forcément des avancées et des reculs. Il y a des moments où on va se focaliser sur les reculs et il y a des moments où en réalité on va avancer, et même parfois dans la défaite ou dans l'échec, on avance. Voilà, c'est comme les gens qui sont entrepreneurs qui vous disent que même en échouant, ils avancent, ils apprennent. Bon, c'est un peu ça. Et de montrer aussi que le panafricanisme a vraiment des racines dans le temps, que ce n'est pas quelque chose qui est apparu là en 2010 ou 2015 avec les réseaux sociaux, mais que c'est quelque chose de beaucoup plus puissant et qu'on ne peut pas faire du panafricanisme aujourd'hui en ignorant, en censurant, en faisant comme si rien n'avait été fait auparavant. Je crois que c'est quelque chose qui est très important, la question de la mémoire. Et donc cet ouvrage-là, donc j'ai écrit des chapitres qui sont relativement courts, parce que l'un des enjeux aussi, c'est que le livre puisse être lu. Donc il y a beaucoup de synthèse, il y a beaucoup de concision, il y a des renvois d'un chapitre à l'autre qui fait qu'on peut lire le livre presque en commençant par la fin. Voilà, c'est quelque chose qui permet d'avoir un peu de culture générale panafricaine, de comprendre vraiment le cadre dans lequel le panafricanisme se situe, et ensuite de suivre soit des personnages avec lesquels on a plus de sensibilité. Il y a 2 chapitres sur Nkrumah, il y en a 2 sur Garvey, il y en a 2 sur Dubois, parce que c'est vraiment les 3 piliers du panafricanisme. Il y en a un qui parle de Sankara, ça parle un peu de Fanon pour faire le lien avec l'Afrique du Nord, de Lumumba, il y a Malcolm X, bon, il y a toutes ces figures présentes, Myriam Makeba et autres, ce qui fait que vraiment dans un livre, vous avez effectivement la synthèse la plus abordable de cette histoire-là. Et ça permet aussi de trouver des bases sur lesquelles démarrer aujourd'hui, sans avoir l'impression de refaire des luttes qui ont déjà été menées, quoi. Ok, Hachensout. Oui, alors je voudrais juste que l'on puisse revenir un petit peu sur ce qu'on appelle les révoltés, la révolte, les quilombos, les nègres marrons. Parce que la lecture de l'instauration, excusez-moi, de ces économies de plantation, hein, et puis son corollaire, l'instauration de l'homme objectivé, il me semble qu'elle n'empêche nullement la traversée par le corps et les consciences du maintien d'une certaine identité. Puisque effectivement, tout à l'heure, Thibaut a parlé d'un fait très actuel, hein, et vous avez rebondi là-dessus, ce qui s'est passé en Tunisie. Donc moi-même, hein, je suis issue, je suis héritière de cette histoire-là. Et en lisant vos ouvrages, on a le sentiment qu'il y a une injonction qui est constamment faite donc pour tous les héritiers de cette histoire-là, qui est celle du maintien d'un lien qui est complètement mortifère, qui est fondé sur le thanatos et non pas sur Eros. Donc, est-ce que justement, lorsque l'on met en opposition les combats et qu'à de notre côté, on inscrit notre discours sur ce que l'Europe et notamment la France nous renvoie comme une sorte de fatalisme, de déterminisme, j'aimerais savoir justement, est-ce que on peut dire aujourd'hui que le maintien de ces relations mortifères est uniquement le fait de la volonté ou bien d'autre chose? Et ça, je fais référence à cette capacité qu'ont les nôtres
à aller vers les religions musulmanes et les autres. Ça, on peut le comprendre, hein. Mais dites-moi, y a-t-il un espoir d'être beaucoup plus dans la lignée des combattants, des êtres vraiment éclairés? Il y a beaucoup de choses dans votre intervention. Déjà sur la question sur la question des religions, c'est pas tant les autres, c'est pas tant les nôtres qui sont allés vers des religions que des religions qui sont venues vers nous, puisque ce sont des religions d'expansion, de prosélytisme, des religions de conquête et de développement, de diverses natures par ailleurs. Donc ça, c'est un premier élément, je pense, qui renvoie à la position très défensive que nous avons finalement dans l'histoire. Nous ne sommes pas des peuples qui ont eu pour vocation d'aller soumettre, conquérir et dominer. Et donc ça, c'est un premier élément qui est important à souligner. Le deuxième élément, je crois, qui est important aussi à souligner, c'est le fait que on nous a mis des adversités, des oppositions qui nous conditionnent énormément. Il y a deux manières de se libérer. Il y a la manière de se libérer en luttant contre l'autre, et il y a la manière de se libérer en fuyant, non pas de manière lâche, mais en décidant de construire son propre espace. C'est pour ça que la question des quilombos, c'est très intéressant parce que plutôt que d'utiliser son énergie à essayer d'abattre un système qui de toute manière est trop large pour être abattu, créons notre propre système. Trouvons notre place, trouvons notre espace et créons ce système. Et ça renvoie effectivement à deux manières de lutter aujourd'hui. Il y a ceux effectivement qui vont utiliser toute leur énergie, leur frustration, leur colère contre le néocolonialisme, la France-Afrique, l'impérialisme, etc. En sachant que de toute manière, ce système-là ne peut pas être déboulonné par les outils impérialistes que l'on utilise justement, type effectivement les réseaux sociaux, Facebook, etc. Et puis il y a ceux qui vont se dire l'énergie que nous avons, l'énergie vitale que nous avons, est-ce vraiment la peine de la détruire dans un combat de pulsion de mort contre cet Occident qui valorise la mort? Utilisons-le plutôt pour créer notre espace à nous, que nous allons développer, que nous allons sécuriser. Et du coup, ça renvoie effectivement à des types de combats différents. De manière, on va dire, schématique, ça pourrait renvoyer effectivement à ceux qui combattent d'un point de vue politique ou radical ce système-là, et ceux qui estiment qu'il faut plutôt recréer notre système. Moi, sur cette question-là, je suis plutôt du genre à penser que la meilleure manière de faire tomber la France-Afrique et le néocolonialisme, c'est pas tellement de lutter contre la France-Afrique et le néocolonialisme, c'est de construire notre unité, notre panafricanisme et nos États-Unis d'Afrique. Je suis plus dans l'idée que l'énergie, la frustration, la colère qui est utilisée sur cet objectif-là, si on le canalisait pour construire, on aurait déjà reconstruit des pyramides et des très grandes pyramides qui seraient plus hautes que les cathédrales ou les mosquées. Mais comme on est toujours dans l'idée qu'il faut penser contre, en pensant contre ce système-là, on pense en même temps avec ce système-là, et finalement on le nourrit, on le légitime, on lui donne de la force. Et c'est pour ça que les quilombos sont vraiment une stratégie très intéressante, parce que ça veut dire qu'on ne veut plus rien avoir avec ce système-là. On va aller dans des endroits reculés, qui sont inaccessibles et hostiles pour ce système-là, et on va mettre en place notre propre société. Et je trouve que cette approche-là est peut-être plus intéressante, moins, vindicative, mais plus pertinente en termes de résultats, puisque une fois que nous avons construit notre société, le système d'en face est obligé de nous respecter et les choses sont faites. Mais quand vous luttez contre un système en demandant à ce système de vous respecter, alors que vous-même n'avez pas de système, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Magnifique. Thibaut, je te laisse remettre ton micro et poser la question. Oui, c'est vrai que j'aime bien ce que dit Hamzat avec les quilombos et tout, mais il y a aussi une réalité qui est simple, c'est d'abord la réalité de la libération. C'est-à-dire que c'est vrai, tu peux créer ton propre système. Mais je prends toujours l'exemple de
d'une personne qui vient occuper ta maison et elle met tous tes enfants dehors, mais elle garde quand même des indépendances devant où tes enfants dorment et lui, il occupe toute la maison. Et tes enfants se disent, bon, moi, j'ai rien à faire avec lui. De toute façon, il m'a donné une petite partie, je fais ma révolution, je reste dans mon coin, je fais mon petit truc. Au final, il est toujours dans ta maison. Je veux dire par là que bon, il y a d'abord la libération. C'est-à-dire que si on ne se libère pas réellement, on ne peut pas construire un autre système à part, puisque logiquement, c'est notre système qui est occupé. C'est un peu partout, d'où cette histoire de panafricain est intéressante, c'est que partout on est chez nous, puisqu'on était d'abord chez nous en tant que propriétaire sur tous ces continents. Et l'Europe commence vraiment sa charge à partir du 15e, 16e siècle. Mais avant tout ça, tous ces continents, ils étaient occupés par des gens, par des civilisations qui étaient africaines. Donc, comment on fait si on veut faire à part, sans se libérer, sans récupérer ce qu'on nous a déjà pris? Je reviens maintenant dans le système de la France-Afrique. La monnaie qui est utilisée, par exemple, au Mali, puisque aujourd'hui le Mali se libère un peu de la France-Afrique, mais il se trouve qu'ils utilisent toujours le franc CFA. Bon, aujourd'hui, ils ont décidé de prendre l'or comme la monnaie d'échange, certes, mais le franc CFA est toujours là. L'armée française est toujours juste à côté au Gabon, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Donc ça, ce sont des faits qui sont réels. Les étudiants, même si les universités ferment un peu leurs portes aux étudiants africains, n'empêche que la majorité viennent encore, se noient même pour arriver ici. Donc ces réalités économiques sont là. En Côte d'Ivoire, par exemple, toutes les entreprises sont prises par la France, 80%. Donc il faut se libérer. Et de la libération va naître une culture propre, une économie propre, une pensée propre, pour essayer de faire autre chose que ce que font déjà les occupants. Donc je pense qu'il va falloir ne pas fuir ce combat, il faut le mener jusqu'à ce que ceux qui occupent les terrains puissent partir, c'est-à-dire soit neutraliser, soit battre en retraite. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que si vous vous libérez, mais que vous n'avez pas de système, vous allez retomber dans un même système empire. Donc, l'un des enjeux, c'est d'avoir un système, transposable, déjà construit, déjà expérimenté, même à une échelle plus réduite, que vous pouvez substituer au système que vous combattez et que vous dégagez. Donc, la libération fait effectivement partie des enjeux. Moi, je trouve qu'on a une vision très réduite. Hein. Je lis beaucoup ce qui se dit dans les milieux francophones. Déjà, c'est des milieux très franco-centrés. Et c'est important de rappeler la vision vraiment panafricaniste de Kwame Nkrumah. Nkrumah disait que l'indépendance du Ghana n'est rien sans la libération et l'unification totale du continent africain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si le Mali se libère, le Mali ne sera pas libéré tant que toute l'Afrique ne sera pas libérée. Et je pense que tant qu'on ne revient pas à ces concepts-là, on va rester arc-bouté sur 1, 2, petits, 3 territoires, etc. Alors qu'en fait, c'est vraiment une question beaucoup plus globale. L'un des éléments, c'est que nos pays ne sont pas tous soumis de la même manière à la même domination avec la même intensité. Ça, c'est un premier élément qu'il faut souligner. Le deuxième élément, c'est que nous ne sommes pas non plus sur les mêmes temporalités de lutte. C'est Amilcar Cabral aussi qui disait que ce qui va faire l'unité de l'Afrique, c'est le fait que dans chaque territoire, on va identifier quelle est la lutte principale à mener dans ce territoire-là en fonction de la place que la domination impériale donne à ce territoire-là. Donc, effectivement, le Mali ne pourra se libérer que quand ceux du Tchad, ceux du Soudan, ceux du Congo, ceux de Centrafrique, etc., de toute l'Afrique auront compris quelle est la lutte à mener dans leur territoire. Et c'est de cette compréhension, de cette conscience-là que naît l'unité. Donc, il y a un travail à faire. Moi, je ne suis pas tout à fait certain que la sortie du franc CFA pour le Mali soit la priorité. Je pense même que c'est un piège.
parce que ça fait quand même quelques mois que la France dit au Mali, alors quand est-ce que vous sortez, quand est-ce que vous sortez? Donc, quand votre adversaire vous presse autant de faire quelque chose, bon, il faut quand même se poser des questions. On a vu comment ça s'est fait pour la Guinée. On sait que la France a déjà des moyens de rétorsion qui sont préparés sur cette question-là. Donc, je pense que la moindre des choses, c'est de ne pas se laisser dicter notre agenda et notre rythme, justement, par les personnes que l'on combat. Mandela, par exemple, aurait pu être libéré dès les années 80, ou bien d'autres qui sont emprisonnés. C'est eux-mêmes qui ont dit, moi, je vais me libérer, non pas quand l'autre va me libérer, mais quand j'aurai décidé que c'est le moment opportun. Et je pense que c'est cette vision-là, en termes d'émancipation, de libération qu'il faut avoir. Après, sur les questions plus concrètes, bon, il y a plein de gens au Mali qui ont d'autres types d'organisations économiques. Je pense que dans tous nos pays, quand vous allez à 100 km, 50 km de la capitale, dans les petits commerces, vous sortez un billet de 10 000 CFA, personne n'a la monnaie. Donc là aussi, il faut se poser la question du modèle économique et d'au-delà de la monnaie, qu'est-ce qu'on entend derrière la notion d'échange économique, d'échange commercial? Est-ce qu'on veut réellement reconstruire quelque chose sur cette économie monétarisée et cette logique du marché? Ou est-ce qu'on veut plutôt embrasser d'autres visions, d'autres perspectives? Vous allez au Botswana, la monnaie du Botswana, dans la langue locale, signifie, pour les pièces, je crois que ça veut dire goutte, quand on traduit, et pour les billets, je crois que ça veut dire pluie, quand on traduit. Et c'est une monnaie qui fait comprendre à la population que l'argent, c'est quelque chose de rare et qu'on doit économiser, parce que la monnaie a le nom de la pluie dans un pays qui est désertique. Donc forcément, il y a tout un enjeu, c'est pas juste sortir du CFA, etc. Tout ça, et je suis pas certain que tous ces éléments-là aujourd'hui soient réellement posés sur la table, quoi. Je pense qu'on a une approche très primaire de la libération, et ceux qui sont en face ont déjà des contre-stratégies par rapport à tout ça, quoi. Donc je pense qu'il faut encore travailler justement cette question de système, parce que quand vous avez un système qui est incompréhensible, je coupe un peu. oui. Je coupe un peu parce que, bon, ce que tu dis n'est pas mal, mais sauf que nous, des modèles, on en a. C'est-à-dire, on a eu des États qui ont duré des millénaires. Ce sont des modèles, modèles qui existent. Deuxièmement, tu sais bien que tous ceux qui ont eu la velléité de quitter le franc CFA ont été tués. Et si on les tue, c'est pas par un fait de hasard. Non, ça c'est pas vraiment vrai. Il y en a qui ont quitté le CFA. Bon, c'est pas. Honnêtement, on fait miroiter la question de l'assassinat, etc. Bon, moi, personnellement, je vous le dis très clairement, je pense très clairement que Macron est contre le franc CFA. Pourquoi? Parce qu'il veut mettre en place un système pire que le franc CFA. Voilà, moi c'est ma position. Ce qui fait tenir le franc CFA, c'est les vieux dirigeants, etc., qui ont leurs intérêts, etc. Mais Macron, s'il peut casser ça, il va casser. Non. C'est pas juste sortir du franc CFA, c'est qu'est-ce qu'on veut comme modèle économique. Hamzat, tu vois bien le compte d'opération. Tu connais que c'est ça. Oui, mais tout ça, oui, mais moi je vous dis une chose. C'est pas virtuel. Tout ça, non, mais attends. Moi je vous dis. Thibaut, d'ailleurs, il faut laisser la parole aussi à toi. Moi, je vous le dis très clairement. Tout ça, c'est vieux, c'est archaïque. Aujourd'hui, ce sont les multinationales qui ont besoin de faire du cash. On a besoin que les consommateurs africains s'endettent, qui prennent du crédit, qui consomment français. Et le franc CFA ne le permet pas. Donc, au niveau de l'État français, il y a les multinationales, etc., tout ça, le CAC 40, qui poussent pour mettre en place une nouvelle monnaie qui casse le franc CFA et qui permette aux Africains de consommer, de s'enrichir, de vivre à crédit. Et de l'autre côté, on a ceux qui disent qu'il faut garder le CFA parce que c'est un instrument de prestige, c'est notre puissance, on peut faire croire aux dirigeants africains qu'on va les assassiner, etc. Tout ça. Donc, il y a deux tendances au niveau de l'État français. Mais la tendance qui domine, qui est celle de Macron, qui est un banquier qui est là pour faire du cash, c'est vraiment de casser ce truc-là et de faire en sorte qu'on puisse mettre en place un système qui se calque un peu sur les trucs de la Chine, etc. Tout ça, qui laisse de côté la dimension de prestige, mais qui permet de relancer les économies. Donc, il y a deux approches dans chaque chose. Moi, je pense que la question du CFA, si un dirigeant veut sortir du CFA,
mais qu'il est toujours dans la vision pensée de l'économie coloniale, néocoloniale, etc., on va le laisser sortir sans problème. D'où le fait de savoir exactement pourquoi on veut sortir du franc CFA et pourquoi on y reste. C'est ça pour moi. Je donne un exemple, par exemple, pour qu'on comprenne bien. Parce Thibaut, Thomas, je finis juste, parce que ce qu'il dit est important. Non, c'est important. Thomas, ce qu'il dit est important, parce qu'Hamzat, il fait des conférences à travers l'Afrique. Et ce qu'il dit est important. Il a assisté à une conférence où on parle du franc CFA. Donc, c'est très important ce qu'il dit, et c'est aussi bien d'éclairer la chose. Je prends un exemple sur la Côte d'Ivoire. Je sais. En 2010, n'oublie pas qu'il y a... En 2010, non, c'est bien. Thomas, c'est juste rapide pour qu'on comprenne. Parce qu'on peut être dans la philosophie, mais les réalités sont concrètes aussi. Moi, elles sont basiques. Très bien compris les réalités sont basiques. En 2010, par exemple, en Côte d'Ivoire, quand il y a eu les élections en Côte d'Ivoire et que Laurent Gbagbo a estimé que c'était lui le vainqueur et que de l'autre côté, la France a voulu que ce soit Ouattara qui soit le vainqueur, quelle est la première mesure qu'ils ont faite? C'est de fermer toutes les banques. C'est de fermer la provision du CFA à la Côte d'Ivoire. Et comment a réagi Gbagbo? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a braqué sa propre banque pour pouvoir avoir de la monnaie pour fonctionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le franc CFA, c'est non seulement une arme pour mettre à genoux ces pays africains, mais deuxièmement, il y a dans le trésor français, je te parle de compte d'opération, il y a une manne d'argent africain qui doit revenir en Afrique pour que ces pays puissent vivre tranquillement. Troisièmement, quand il y a la corruption en Afrique, c'est quoi la corruption? La corruption, c'est l'argent qui est fabriqué à Charmelière, qui est déversé en Afrique dans les multinationales et par leurs intermédiaires, les Libanais, pour pouvoir arroser ces sociétés, pour les ralentir. Ça sont des faits concrets que nous vivons. Donc, en fait, le choix, il y a un troisième point. Le choix, c'est ce que nous voulons faire de notre monnaie et de nos propriétés. C'est ce qui est le plus important, mais ce n'est pas ce que Macron va vouloir, s'il veut ou il ne veut pas, s'il est banquier ou il n'est pas banquier. S'il est banquier, c'est dans l'intérêt de sa banque et de la France. Mais nous voulons quoi? C'est ça le plus important. Est-ce que tu peux être en occupation avec quelqu'un qui occupe ton territoire et utiliser à chaque fois, ils utilisent tes biens, donc ta monnaie, et tu dis, mais bon, moi je vais laisser ça parce que c'est trop compliqué, les multinationales ont besoin de cash, il faut que les Africains consomment. Laisse répondre à Hamzat et après on laisse la parole juste pour aller simple, il faut évidemment sortir du franc CFA. Bon, c'est évident, c'est un truc colonial, c'est un enjeu de décolonisation, c'est une évidence gros comme le monde. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'il y a des personnes qui veulent sortir du franc CFA pour un système pire que le franc CFA. Là, vous parlez des multinationales. Les multinationales n'ont pas la même logique que les États. Ce n'est pas les mêmes intérêts. Les intérêts des États, l'intérêt d'un État comme l'État français est différent de l'intérêt des multinationales qui sont en rivalité avec d'autres multinationales. Hamzat, en France, c'est différent. Les multinationales sont adossées à la France. Je parle le cas de Total. Non, c'est pas. Sont pratiquement adossés à la France. Moi, je prends de la Côte d'Ivoire, que je connais. Toutes les multinationales qui travaillent là-bas travaillent avec l'État français. Les multinationales russes travaillent avec l'État russe, les multinationales chinoises travaillent avec l'État chinois, mais les intérêts des États ou les logiques ou les prérogatives des États ne sont pas les mêmes. Moi, je vous explique une chose très claire. L'Allemagne, à un moment, au moment de la colonisation, quand elle a perdu ses colonies, elle a fait un lobby pour que les colonies ne soient plus gérées par les États, mais par des multinationales, par un consortium de multinationales. Aujourd'hui, ce qui se discute à l'Union africaine, derrière les trucs avec l'Union européenne, etc., c'est comment confier la gestion de tous ces trucs-là, non plus aux États, mais aux multinationales. C'est pour ça que je dis que c'est très important de comprendre que la logique des États n'est pas celle des multinationales. Moi, je ne vais pas mettre la photo de Gbagbo qui tout sourire avec Bolloré. Voilà. Évidemment, sous Gbagbo, la France profitait, mais elle ne profitait pas assez. Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Ça, c'est encore autre chose. Nous voulons une souveraineté monétaire. Nous voulons une monnaie qui soit en phase avec nos besoins. Bon, toutes les banalités, les évidences qu'on pourrait ressortir. Donc, évidemment, il faut sortir du franc CFA, non pas pour embrasser une sortie qui arrange d'autres, puisque la cible qui est visée, c'est le Nigeria, ce n'est pas du tout la Côte d'Ivoire, c'est vraiment le Nigeria, des pays comme ça, etc. Et d'autre part, qui puisse permettre effectivement
à notre jeunesse, à nos économies de se réaliser, de se développer, de répondre aux attentes des populations, etc. Tout ça. Donc là, oui, il n'y a pas. Enfin, c'est une évidence qu'il faut en sortir. Maintenant, il y a sortir et sortir. Ça, c'est autre chose. Ok. Moi, je prends juste la virgule rapidement. C'est vrai que je vais faire encore une petite promotion. On a parlé d'un livre d'Hamzat Boukhari et puis qui est bien résumé dans celui-ci. Je prendrai celui-ci, là, moi l'autre, qui est un peu plus épais. C'était L'Empire qui ne veut pas mourir. Et là-dedans, il y a pas mal de résumés de ce qu'on vient de dire et ce qu'on vient d'aborder en termes de francs CFA et en termes de prise en main. Si ça résume bien un petit peu la discussion qu'on a, c'est de Paris. De toutes parts, on a le même refrain. La France doit sortir. On va tuer la France-Afrique, on doit tuer la France-Afrique. Elle est enterrée, soi-disant, de Giscard à Pompidou, en passant par même notre président Macron actuel. Pourtant, de Ouagadougou à Libreville, je résume simplement le livre, de Dakar à Yaoundé, de Bamako à Abidjan, les jeunes se révoltent contre ce qu'elle perçoit comme une mainmise française sur son destin. Je vais juste résumer, puisque là on parlait de francs CFA, on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir, quoi. Mais pour moi, la réflexion que je voulais mener, est-ce qu'il ne serait pas temps de passer à la défense, à avoir une bonne réflexion avec nos dirigeants et de se défendre simplement contre tous les envahisseurs qui nous veulent du mal, déjà entre nous, et ensuite à l'extérieur? Ça, oui, sans doute, oui. Après, il faut savoir avec quelle diligence, sur quelle base, quels sont, entre guillemets, les ennemis intérieurs. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Là, on le voit, bon, vous parliez tout à l'heure, je crois, ou vous allez en parler peut-être tout à l'heure à la fin du cas de Doumbi Fakoli. Bon, ça pose aussi beaucoup de questions sur quelles sont les vraies idéologies qui guident aujourd'hui les libérations, les révolutions africaines. Est-ce que c'est vraiment du panafricanisme? Je ne sais pas. Pour moi, il y a un enjeu de décolonisation aujourd'hui. C'est des décolonisations inachevées. La question du panafricanisme, elle est, je pense, à un autre niveau. L'un des enjeux de sortie du franc CFA, bon, pendant un certain temps, j'étais partisan d'une monnaie fédérale, voire unique, continentale, mais bon, ça, c'est pas réaliste. Voilà, de la même manière qu'on dit qu'il y a la philosophie et la réalité, une monnaie continentale, ce n'est pas du tout réaliste. Une monnaie ouest-africaine, pourquoi pas, mais aujourd'hui, je vais par exemple plus vers une monnaie nationale. Voilà, si on veut la vraie indépendance, c'est la monnaie nationale. La majorité, la totalité des pays dans le monde ont leur propre monnaie. En revanche, sur la question de l'armée, il faudrait penser des armées fédérales, mais ça pose d'autres questions parce qu'il faut inculquer à nos populations, aussi bien celles de la base que de l'élite, un sentiment de patriotisme, un sentiment de défense de nos intérêts. Voilà, moi je suis toujours fasciné par les jeunes d'aujourd'hui qui sont prêts à mourir pour leur pays. Quand on voit comment les pays sont gérés, ça pose beaucoup de questions. Ça pose beaucoup de questions. Donc il y a un travail à faire en termes de service militaire, en termes de service citoyen, en termes de patriotisme économique, de conscience historique. Donc la première des choses, c'est établir ce programme-là. Et ensuite, effectivement, essayer de réunir des dirigeants qui seraient en mesure de l'appliquer. Bon, il y a des choses qui se font, on ne va pas forcément tout dévoiler ici, mais il y a des pistes qui sont en cours quand même. Très bien, on arrive bientôt. J'aurais juste une dernière petite... la parole à Shensout dans quelques petites secondes, juste pour dire qu'on arrive bientôt à la fin du podcast. Dernier tour de table. Et juste avant que je fasse le dernier tour, est-ce que, Hamzat, as-tu une actualité très prochainement? J'ai vu que tu as fait la préface d'un livre qui s'appelait Pour un panafricanisme révolutionnaire. Si tu pouvais nous en parler rapidement, quelle est la différence entre ce livre et Africa Unite et quelles sont tes prochaines actualités? Et je laisserai la parole pour les derniers mots pour les intervenants. Alors oui, Pour un panafricanisme révolutionnaire, c'est le livre d'un camarade d'origine algérienne, Seyd Bouamama, avec qui je collabore en partie depuis pas mal d'années maintenant. On a souvent des conférences croisées. Il avait écrit un livre qui s'intitule Figure de la révolution africaine, qui est un peu le complément du mien. Et ça fait un moment qu'on réfléchissait à la question de l'Afrique du Nord, et donc il a voulu apporter une contribution
du point de vue, entre guillemets, nord-africain sur cet enjeu continental du panafricanisme et dresser quelques pistes. Voilà. Donc après, en termes d'actualité, là, je serai en Martinique dans 3 semaines pour animer, organiser le Festival international du film documentaire où nous allons passer pas mal d'œuvres en lien justement avec le continent, parce qu'au niveau de la Martinique, au niveau de la Guadeloupe, il y a un fort désir de se retrouver au niveau des racines africaines. Voilà. Et puis le mois de mai, il y aura aussi beaucoup d'autres activités que vous pouvez suivre sur mes réseaux ou sur ceux de la Ligue panafricaine. Voilà. Ok, Hachensout. Oui, alors bon, moi je vais forcément conseiller l'ouvrage donc L'Empire qui ne veut pas mourir, hein, une histoire donc de la France-Afrique. C'est un ouvrage collectif, hein, donc vous le trouvez encore en librairie. Et alors donc justement par rapport à cet ouvrage, juste une question, à savoir la fin d'un empire, c'est un mécanisme qui semble naturel, hein. On a l'impression qu'il y a une période de splendeur, de naissance, etc., et de fin tout à fait naturelle. Il y a quand même une question qui est que ne pas mourir, on a fait tout à l'heure référence à Thanatos, pour un empire, est-ce un mécanisme de la domination? Vous allez me dire qu'effectivement, c'est une évidence, mais justement, est-ce que les ruptures, les fractures, on peut les penser de manière un peu plus intégrative et faire que, comme on l'a dit tout à l'heure, les résistances, etc., permettraient justement que la lecture donc, de ce lien, hein, qui est assez mortifère, on n'est pas une lecture de pérennisation et de transformation de ce lien. Juste, puisque c'est quand même l'empire qui ne veut pas mourir, c'est assez incroyable parce qu'on a l'impression que c'est inscrit dans le marbre. Là, vous me le dites de manière assez intéressante qu'il y a des solutions et pourtant ce livre, le titre, met en évidence qu'il y a quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, d'une fatalité. Bon, allons-y, je vous écoute. Merci. Il y a des solutions, c'est-à-dire qu'il y a des luttes diverses et variées, il y a des rivalités, il y a de nouvelles formes de domination qui se passent de la notion d'empire qui apparaissent aujourd'hui. Donc, il y aura des évolutions. Excusez-moi, mais lorsque l'on parle effectivement d'empire, en sachant que ça se joue au-dessus, les enjeux se jouent au-dessus de la tête donc des peuples et des populations, si on entend le terme peuple, donc entre la Chine, la Russie et la France, entre autres, hein. Donc voilà, est-ce qu'on pourrait se départir de ces enjeux-là et de se réapproprier justement une identité de lutte pour qu'à un moment donné, on soit, parce que vous avez parlé tout à l'heure de pays par rapport à la monnaie, hein, bon, la convertibilité, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait aborder, donc la convertibilité reste un sujet important. Bon, alors, est-ce qu'on peut s'emparer effectivement des enjeux à partir de la notion de peuple? Ce qu'il faut rappeler, d'ailleurs, Thibaut vous l'a dit rapidement, c'est-à-dire que la notion d'empire, elle n'est pas étrangère à l'Afrique. On a eu aussi nos empires. La Chine, la Russie, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, même la Turquie, c'est des pays qui ont des logiques d'empire qui sont des impérialismes. Mais nous-mêmes, on connaît cette logique-là de fédération, des fédérations. C'est quelque chose qui a déjà existé en Afrique. C'est quelque chose qui a été néanmoins torpillé par ce qu'on avait introduit dans le podcast, c'est-à-dire la balkanisation, le découpage. Donc pour moi, à travers la question de l'unité africaine, à travers la question du panafricanisme, il y a nécessairement des moyens de mettre ces empires, ces impérialismes-là dans des impasses. Voilà, je me souviens toujours de cette phrase sur le Burkina Faso, si gît le tombeau de l'impérialisme, à savoir que le continent africain serait effectivement le tombeau de ces impérialismes, avec toujours cette idée que quand tu creuses un trou pour enterrer quelqu'un, assure-toi que le trou soit assez grand pour t'y mettre toi aussi. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de destruction de plus en plus accélérée aussi du monde, de l'écosystème des ressources, dont l'Afrique est un peu la dernière frontière. Et par rapport à ça, nous avons un avantage incommensurable par rapport aux autres, c'est notre démographie. Voilà, on ne va pas mourir. Les autres sont en train effectivement de se poser des questions à ce niveau-là. Mais nous, on a une démographie qui est là. Mais l'enjeu maintenant, c'est de faire de cette démographie une force consciente, une force active,
et une force réellement motrice et mobilisée. Donc pour moi, il y aura nécessairement sur ce 21e siècle des révolutions africaines, des basculements qui vont s'opérer. Maintenant, reste à savoir si ces basculements seront opérés du point de vue du logiciel par nous-mêmes ou si d'autres auront inscrit leur logiciel en nous. Et c'est en ça que la question notamment de la monnaie est très particulière parce que derrière la monnaie, c'est un type de consommation. Et lorsque, comme disait Steve Biko ou d'autres, hein, vous avez suffisamment habitué les gens à un type de consommation, la couleur de la monnaie ou le contrôle que vous avez par la monnaie n'est plus forcément aussi important, surtout dans un monde qui se dématérialise de plus en plus et où on passe à des relais via ce qu'on appelle les sociétés civiles plutôt que les chefs d'État. Donc c'est un peu aussi tous ces enjeux-là, je pense qu'ils sont en train d'être en train de se reconfigurer de manière intéressante, mais il y aura des ruptures et des avancées et des reculs très certainement. Ah ben, les deux dernières questions rapides. Ouais, j'en avais une rapidement. J'en avais une rapide. C'est à savoir. Et Aton, ouais. Bah, fais-la rapidement, Aton, et on va finir avec Thibaut. Hein. J'ai essayé d'aller vite. Le prochain ouvrage, moi j'ai hâte de voir notre invité avec un prochain livre. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose en préparation de croustillant pour Goûter panafricain qui pourrait être dévoilé là tout de suite? Non, pour le moment, je travaille beaucoup sur des formations. Je forme énormément de groupes militants sur le continent et dans la diaspora. Donc, c'est l'actualité de travail principale. Et il y a un manuscrit sur Kwame Nkrumah et Frantz Fanon qui traîne un peu. Peut-être qu'il sortira cette année, mais c'est un collectif. Et puis, peut-être d'ici l'année prochaine, je me remettrai sur un autre ouvrage. Voilà. Bon, mais j'ai quelques manuscrits en cours, mais il y a rien de bien avancé. Quoi. Merci beaucoup. Ah ben, la dernière question de Thibaut au bout pour finir. Bon, j'ai pas trop de questions, mais plutôt, bon, déjà, je te remercie d'être sur notre plateau et puis de continuer le combat. Mais c'est plutôt de vous inviter à une conférence que je fais ce samedi sur pourquoi enfin, c'est une question qui a été posée par les organisateurs, pourquoi les Noirs n'aiment pas lire. Donc la conférence, c'est un peu ça, et donc elle a toute la journée avec une journée culturelle aussi. Moi, j'interviens à partir de 16h, donc c'est à Gennevilliers, donc si vous avez le temps, il faudrait y passer. C'est au 9 rue Robert Lavergne à Gennevilliers, à Nières-sur-Seine. Ok, parfait. Bon, de toute façon, on mettra toutes les coordonnées dans la description de la vidéo pour les personnes qui sont intéressées. Ce que dit Thibaut, c'est qu'il y a celui qui a mis à jour le franc nazi à Gbagbo. Oui, donc, Nicolas Gbagbo sera là voilà, aussi, donc, effectivement. voilà. Il aura Nicolas Gbagbo et puis il aura aussi pas mal d'intervenants. Ouais. Parfait. Bah, en tout cas, merci beaucoup Hamzat d'avoir pu venir à notre émission. Merci. Au niveau de tes réseaux sociaux, on peut te retrouver sur Instagram, sur YouTube également. Ton compte Instagram Hamzat Boukari. Et aussi, tu as une chaîne YouTube Hamzat Boukari, mais il y a aussi la chaîne Umoja aussi, où on peut te suivre. Si je ne me trompe pas, tu peux m'arrêter si je me trompe. Donc, dans tous les cas, je mettrai les liens de tes réseaux sociaux sous la vidéo YouTube. Et merci à toi en tout cas. Merci à vous. Ouais, merci beaucoup. Merci aux intervenants. Pensez bien sûr à commenter cette vidéo et nous laisser vos avis et surtout un like pour nous référencer et pour qu'on puisse continuer à mettre encore beaucoup de contenu sur notre chaîne Goûter Panafricain. Pensez aussi à partager ces vidéos. Ça nous aide pour le référencement. Et portez-vous bien et surtout toi aussi Hamzat, bon courage pour la suite et à très très bientôt en tout cas. Merci, merci à vous, à bientôt. À bientôt, au revoir.